Allora ragazzi, in questa lezione cerchiamo di fare un po' il punto, scorrendo un po' tutto il XVII secolo per comprendere questo passaggio, e questa opposizione che troviamo tra questi due gusti, due atteggiamenti, il barocco e il classicismo. Innanzitutto dobbiamo, spiegare che si tratta di due concetti che, non erano conosciuti all'epoca. Ovviamente non sono delle correnti letterarie alle quali degli autori hanno deciso di appartenere, di seguire, ma sono des attitudes, potremmo dire in francese, quindi degli atteggiamenti che poi sono stati successivamente nel corso del XIX e del XX secolo indicati, riconosciuti proprio in base alle produzioni letterarie che si sono analizzate, e quindi poi si è fatto coincidere un autore con l'uno o con l'altro atteggiamento. Allora, proviamo a scorrere un po', anche in base agli autori che abbiamo già incontrato e alcuni che approfondiremo adesso, questi due atteggiamenti per capire qual era lo scenario, dopo aver conosciuto bene quello storico, quello sociale, andiamo a verificare e anche a delineare lo scenario che invece ritroviamo dal punto di vista letterario. Alors, on va dire avant tout que le mot classicisme, hein, quand on parle de la littérature et de la culture italienne, on se réfère surtout à la période de la Renaissance, tandis que pour ce qui concerne la littérature française, on se réfère en particulier au XVIIe siècle, hein. Donc, en France, quand on parle d'esthétique classique et de classicisme, on se réfère au XVIIe siècle. Même si cette attitude a caractérisé surtout les dernières 30 années. Alors, si on utilise un schéma, hein, ici, on peut voir un peu quelle est la situation. C'est une sorte de carte mentale, une sorte de, comment dire, tableau dans lequel on peut retrouver les passages les plus importants de l'argument du sujet qu'on est en train de comprendre. Alors, la situation française à l'époque était particulière. Hein, on revient à la page de votre livre parce que ici on va voir que la situation française d'un point de vue social et politique était euh, vraiment très différente à l'égard de la situation espagnole, allemande et anglaise, par exemple. Parce que soit en Espagne qu'en allemand, il y avait des situations de crise dues aux guerres et à la division en Allemagne, par exemple, la division du pays en plusieurs États. Et tout cela avait provoqué la perte, hein, de la puissance économique et politique de ces pays. Et par contre, en Angleterre, dans cette période-là, c'est la période de la première révolution, et qui va imposer une différente organisation de l'État, c'est-à-dire la monarchie constitutionnelle. Et tout cela, c'était donc des moments de bouleversement dans ces pays. En France, par contre, nous avons une situation plus claire de stabilité politique. C'est l'époque de la monarchie absolue, soit avec Louis XIII qu'avec Louis XIV. Et donc, cette situation plus claire et surtout qui donnait de la force d'un point de vue social et politique à pousser les écrivains, les savants, les scientistes de l'époque à, comment dire, à tenir une attitude plus classique qui se référait, qui s'inspirait au modèle antique, mais qui surpassait la simple imitation pour arriver jusqu'à une identité propre, basée sur quoi, hein? Sur ces éléments, basée sur l'équilibre, sur le goût de la perfection,
la mesure et la raison. Hein, ce sont les mots-clés, les concepts clés qu'on peut retrouver dans tous les domaines artistiques, dans la littérature comme dans l'art et dans l'architecture. On va voir maintenant ce qui arrive d'un point de vue littéraire. Donc, en 1674 en particulier, il y a la publication de Nicolas Boileau de l'art poétique. C'est une œuvre dans laquelle on retrouve ce qu'on peut appeler la théorie de l'art classique appliquée à la poésie. Euh, nous pouvons voir qu'il s'agit des dernières années. Hein. Nous avons dit que l'attitude classique se présente pendant ce siècle, surtout à la fin, pendant les dernières 30 années de ce siècle. Et dans la poésie, donc, c'est Boileau qui affirme cette théorie dans son œuvre et qui se pose un contraste avec la production précédente, poétique, lyrique de l'époque, qui était caractérisée par des traits, par une attitude baroque. Ce baroque était représenté par des excès, par un style plutôt précieux. On va voir après quand on parle de préciosité, à quoi on se réfère. C'est un style plein de tournures, de compositions qui sont très lourdes hein, d'un point de vue même de la compréhension et du style. Qu'est-ce qu'il oppose? Il oppose un style plus clair, un style limpide, qui se présente comme le style poétique classique. D'un point de vue de la narration, hein, du roman, à cette époque-là, on préfère la nouvelle. C'est quoi la nouvelle? La nouvelle, une composition narrative où il y a une histoire plus courte. Hein, donc la longueur, il ne s'agit pas d'une histoire trop longue. Tout cela pour représenter même dans la narration, même dans la prose, les règles qu'on avait retrouvées dans le théâtre classique. Hein, donc les règles, si vous vous souvenez, les règles des unités, par exemple. Et dans la nouvelle, on pouvait respecter ces règles parce que le but principal, c'était la recherche du vrai et donc du sens de la mesure contre tous les excès. Donc, ce qu'on a vu pour la poésie se représente est présent dans cette époque-là, même pour le roman. La forme privilégiée, c'est la nouvelle et la thématique du vrai et du vraisemblable est vraiment très importante. C'est pour ça qu'on préfère utiliser l'histoire, hein, ou faire recours à l'histoire, parce que on peut retrouver à travers des nouvelles historiques euh, la possibilité de représenter la réalité. Comment dire, des exemples de ce type de production romanesque, c'est l'œuvre de Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, qui, pour cette raison, toujours été considéré comme le premier roman classique. Hein, et il s'agit d'une nouvelle historique. Euh, d'un point de vue de l'esthétique baroque, on peut dire que ce mot baroque a été utilisé surtout pour les productions qui se réfèrent aux pays, aux littératures de l'Espagne et de l'Italie. Parce que pas seulement pour ceux qui se réfèrent à la littérature, mais aux autres arts figuratifs, par exemple l'architecture, la peinture, hein, donc pas seulement la littérature. En ce qui concerne la littérature, on retrouve dans ce mot
hein. Quand on parle de baroque, on se réfère à une série de formes expressives qui sont présents en Italie et en Espagne le siècle avant, donc pendant le XVIe siècle. Quelles étaient les caractéristiques les plus importantes? Avant tout, il s'agit d'une poésie, d'une prédilection de l'illusion et de l'imagination contre la certitude, contre la précision qui étaient les caractéristiques du classicisme. Donc, il s'agit d'une littérature, d'une attitude qui représente l'incertitude et le doute. Le baroque s'affirme pendant une période tout au long du XVIIe siècle quand la centralité de l'homme est mise en discussion par les découvertes, par exemple, de Galilée, de Copernic. Et c'est pour ça qu'on dit que cette attitude traduit l'incertitude et le doute. Le monde, le réel se transforme, bouge, est instable. Et c'est pour ça que on doit s'opposer, le baroque s'oppose à la recherche d'équilibre et d'harmonie qu'on retrouve par contre dans les expressions classiques. D'une partie, donc, on peut dire que le classicisme est triomphante, brillante. De l'autre, le baroque se présente comme une attitude morbide, tendue e angoissée. Sto utilizzando gli aggettivi che ritrovate nel vostro libro per farvi comprendere appunto le caratteristiche di entrambi. En France, quelle est la diffusion de cette attitude baroque en France? En France, on retrouve avant tout une attitude, comment dire, à Paris, dans les villes, on retrouve une position plus classique. Mais en Provence, on retrouve des attitudes dans la vie sociale, dans la littérature et dans l'architecture plus baroques. C'est quoi la préciosité, hein, la mode précieuse? La préciosité, c'est une mode qui est soit sociale, soit littéraire, qui peut être considérée une expression du baroque. Et c'est surtout, elle est appréciée surtout par les classes les plus élevées et surtout par les femmes. Les femmes organisent à l'époque des salons et dans ces salons, elles veulent créer une atmosphère raffinée, élégante. Qu'est-ce qu'on fait dans ces salons? On organise c'est surtout l'art de la conversation et de la philosophie, de l'amour qu'on utilise et on parle de tout. Hein, on parle d'histoire, de poésie, de langues étrangères, de grammaire. C'est l'occasion pour se rencontrer et parler de sujets plutôt raffinés. Et tout cela arrive à être représenté par des excès dans la recherche du bon goût. On organise des jeux, par exemple, des jeux de société pour représenter l'amour ou pour conquérir une dame, par exemple. En littérature, nous pouvons retrouver soit une production romanesque, soit poétique. Mais c'est surtout dans la poésie qu'on retrouve cette attitude baroque. C'est une poésie de l'image, de la métaphore, donc une poésie de l'imagination qui se base sur l'utilisation de l'artifice sur le plan formel.